Forget the mistake, remember the lesson, car selon Platon, la victoire sur soi est la plus grande des victoires. Oui, au lieu de se comparer aux autres, la sagesse recommande de travailler tous les jours afin de devenir une meilleure version de soi-même. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci de rester fidèle à ce programme de Déontologue. Oui, ce programme mensuel qui réussit à réunir des spécialistes à travers l'Afrique et aussi à travers le monde afin d'aborder prioritairement des questions à la fois de santé mentale et aussi de maladie mentale. La thématique de ce jour, de ce soir, psychodynamique du travail, égalité, équité et justice favorise-t-elle la performance? Femmes au pouvoir, femmes de pouvoir, elles ont dû se battre dans un monde masculin pour accéder aux responsabilités. Maintenant, elles sont des obstacles pour leurs jeunes consoeurs, alors qu'elles devraient leur montrer la voie et les aider. Où la mécanique s'est-elle grippée? On se pose la question. En bref, de nombreuses femmes occupant des postes de direction se montrent hostiles envers leurs consoeurs plus jeunes. Elles intègrent les stéréotypes sexistes en vigueur dans leur milieu professionnel et les infligent aux plus jeunes. Se considérant plus masculines que les jeunes femmes, elles jugent sévèrement les préoccupations familiales de ces dernières. Ces comportements sont la conséquence d'un parcours professionnel difficile. En 2015, 421 399 femmes ont obtenu un diplôme d'enseignement supérieur en France, contre seulement 320 699 hommes. D'après les chiffres de la Commission européenne Eurostat, cependant, les femmes sont de moins en moins nombreuses à mesure qu'elles gravissent les échelons hiérarchiques, et ce en dépit d'un consensus grandissant sur le gain de performance que procurent les équipes de direction mixte. À titre d'exemple, le rapport publié par l'Institut McKinsey en 2015 montrait que les sociétés se situant parmi les 25% des entreprises les plus paritaires avec 15% de chances supplémentaires d'obtenir des retours financiers supérieurs à leurs concurrentes sur le plan national au Canada, en Amérique latine, aux États-Unis ou au Royaume-Uni. L'organisme Catalysm, analysant les performances de 500 entreprises figurant dans le classement Fortune, indiquait quant à lui sur la période 2004 à 2008 que les sociétés ayant compté au moins 3 femmes à leur conseil d'administration pendant 4 ans obtenaient des retours sur investissement supérieurs à 60% à celles n'ayant compté aucune et une rentabilité des ventes supérieure à 84%. L'objectif d'atteindre la parité au sein des cadres de direction ne relève donc pas seulement d'une question d'équité, mais aussi d'une question d'efficacité. Nous assistons aujourd'hui à une multiplication de politiques publiques et de stratégies mises en place au sein des entreprises pour casser ce plafond de verre et engendrer une dynamique positive, notamment par une meilleure représentation des femmes au niveau des conseils d'administration. Mais le fait d'avoir plus de femmes à la tête des entreprises favorise-t-il vraiment les carrières des autres femmes? Des titres dans les médias comme "La femme est-elle l'ennemi de la femme au travail" ou "La femme est un loup pour la femme", comprendre et résoudre des conflits entre femmes suggère le contraire. Plusieurs psychologues se sont intéressés à ce phénomène décrit par la littérature scientifique sous le nom de reine des abeilles. Le terme utilisé dans les recherches anglophones est queen bee. Dans la représentation populaire, l'image de reine des abeilles n'est guère flatteuse et désigne un individu de sexe féminin qui règne sur une collectivité également féminine, tout en maintenant ses congénères femmes dans une condition inférieure. Dans le contexte professionnel, le phénomène de la reine des abeilles a été identifié dès 1974 par 3 psychologues, Graham Steins, Carol Travis et Toby Jayarant. Il fait référence à certaines femmes qui ont réussi à gravir les échelons de la hiérarchie professionnelle dans le milieu dominé par les hommes et qui manifestent des attitudes défavorables aux jeunes femmes. La présence de ce type de femmes contribue à réduire l'accès des femmes aux échelons hiérarchiques supérieurs et renforce ainsi les disparités entre hommes et femmes. Or, les recherches intéressées par la question dans le monde professionnel ont constaté que les attitudes négatives des femmes dirigeantes envers leurs consoeurs ne constituent en rien une tendance innée. Bien au contraire, ces comportements sont la conséquence d'un parcours professionnel marqué par de nombreuses discriminations, par un manque de soutien de la part de leur hiérarchie, par des choix difficiles que ces femmes ont dû faire tout au long de leur carrière, passées dans les milieux professionnels traditionnellement dominés par les hommes. Or, comme nous allons le voir, ce sont souvent des stratégies grâce auxquelles ces femmes ont accédé à des postes de responsabilité
qui les conduisent parfois à défavoriser les autres femmes de rang inférieur. Une première stratégie efficace pour atteindre des fonctions dirigeantes dans les secteurs traditionnels dominés par les hommes consiste pour les femmes à démontrer un style de leadership très proche de celui de leurs collègues hommes, car il s'agit pour la femme exerçant des responsabilités de s'assimiler au groupe des hommes d'après le précepte je suis le directeur, je dirige comme un homme. Ce mécanisme a des conséquences sur le rapport que ces femmes ont avec leurs consoeurs. Une étude pionnière de Naomi Elmes, professeure de psychologie sociale à l'université d'Utrecht aux Pays-Bas, a montré en 2004 que les professeurs d'université se décrivaient comme étant aussi masculines, c'est-à-dire dominantes, pleines d'assurance, prêtes à prendre des risques que leurs collègues hommes, voire davantage. De la même façon, il a été observé récemment que ces reines des abeilles se décrivaient sous des traits plus masculines que les femmes occupant des positions subordonnées. Cette tendance à s'assimiler au groupe des hommes et à se décrire comme très masculine n'est pas propre au milieu académique. Il a également été observé dans d'autres milieux professionnels. Les psychologues néerlandais Naomi Elmes, Belle Derks et Colette Van Laar l'ont par exemple mesuré en 2011 au sein des effectifs des policières et dans les directions d'entreprises aux Pays-Bas et observé de la même façon en Suisse et en Albanie. La conséquence est directe. Les femmes dans cette situation se jugent plus aptes et dominantes que les autres femmes. Une deuxième stratégie efficace pour s'affirmer dans le milieu où les hommes occupent le plus de postes de direction serait de s'éloigner psychologiquement des autres femmes. Plus concrètement, les reines des abeilles se considèrent comme plus ambitieuses et engagées dans leur carrière que n'importe quelle autre femme au début de carrière. Le commentaire fait par une professeure illustre parfaitement cette forme de réaction observée chez les femmes qualifiées de reines des abeilles. Les doctorantes d'aujourd'hui ne veulent pas travailler. Moi, quand je suis arrivé, je travaillais 24 heures sur 24. Par ailleurs, ces femmes n'ont pas seulement tendance à se présenter de façon masculine, elles s'attribuent plus de caractéristiques masculines qu'elles n'en attribuent aux autres femmes afin de montrer de nouveau qu'elles sont différentes. C'est en ce sens qu'une femme dirigeante me confiait. J'ai toujours pris des risques. Je me suis battu pour avoir ce que j'ai. Les jeunes femmes qui débarquent maintenant, elles veulent tout avoir sans se tourner les pouces. Ces déclarations ne se fondent sur aucune observation empirique. Bien au contraire, on constate que l'engagement des femmes en début de carrière est tout aussi élevé que celui des femmes ayant atteint des postes de direction. Cette disparité de perception se ne peut être expliquée que par la volonté des femmes à des postes de direction de se démarquer systématiquement des autres femmes pour garantir leur statut d'exception, comme l'a observé Belle Ders et Naomi Elmes en 2011 dans une étude à paraître. Certaines femmes occupant des postes de direction nient tout simplement l'existence du sexisme et de la discrimination de genre, allant dans certains cas accuser d'autres femmes d'utiliser le sexisme comme alibi de leur échec professionnel. Pourtant, nos observations réalisées au sein du même milieu professionnel établissent sans ambiguïté que la plupart des salariés, les hommes comme les femmes, constatent systématiquement les épisodes de sexisme et de disparités de traitement. Alors, comment rompre ce cercle vicieux? Dans leur ascension vers les hautes fonctions hiérarchiques, les femmes rencontrent très souvent des obstacles qui sont épargnés aux hommes. Tout d'abord, sur le lieu de travail, elles doivent faire face aux mécanismes qui freinent leur réussite professionnelle, tels que les stéréotypes qui décrivent les femmes comme plus douces et conciliatrices que les hommes, mais aussi moins compétitives et moins compétentes. En somme, il y a une incompatibilité entre les stéréotypes attribués aux femmes et ce qu'on entend d'un leader. D'autre part, dans beaucoup de milieux professionnels règne un préjugé selon lequel une femme, après quelques années de carrière, détournera son attention de sa vie professionnelle pour se concentrer sur sa vie familiale. Par conséquent, l'entreprise n'a aucun intérêt à investir sur cet employé. Il en découle que les femmes disposent souvent de moins de ressources, alors que paradoxalement, il est attendu de leur part qu'elles fournissent la même performance que les hommes, sans considération pour leurs conditions de travail, qui sont pourtant plus difficiles. Finalement, peu de femmes servent de modèle pour les autres femmes. Que nous apprennent nos connaissances dont nous disposons en psychologie sociale pour améliorer la situation? Les pistes qui pourraient être exploitées sont simples, mais demandent la participation des employeurs hommes et femmes. Ceux-ci doivent en priorité soutenir les femmes en début de carrière dans leurs efforts pour combiner vie professionnelle et vie privée. En cela, il est crucial qu'ils s'engagent de manière proactive à favoriser de manière paritaire l'équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle. C'est sans doute le levier qui permettra de rompre un cercle vicieux. Alors, pour parler de cette thématique, comme vous le savez, nous avons réuni un panel
Je vais tout de suite accueillir Madame Tchotchoa. Bonsoir, bienvenue, Madame. Alors, si vous êtes en train de parler, vous avez sûrement, vous n'avez pas encore ouvert votre micro. Alors, j'ose croire que Madame Tchotchoa. Alors, je vais accueillir Monsieur Aboukerim Pellegrini. Bonsoir, bienvenue, Monsieur Aboukerim. Bonsoir Aurélien et bonsoir aux autres panélistes. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Je tiens à préciser que vous êtes psychologue, clinicien et de la santé. Tout à fait. Et vous nous appelez depuis le Togo. Alors, Tout à juste fait. après vous, je vais accueillir Monsieur Jesse Delcano. Bonsoir, bienvenue, monsieur. Bonsoir, Monsieur Aurélien. Merci beaucoup. Bonsoir, Ousmane. Bonsoir, Boukérim et les autres amis. C'est un plaisir pour moi de participer pour la première fois depuis Kinshasa, RDC. Tout à fait. Je suis également psychologue clinicien et psychotraumatologue. Ouais. Expert en psychologie du développement et de la famille, santé mentale et bien-être psychosocial du travail. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Juste après vous, je voudrais accueillir Monsieur Ousmane Foudikou. Bonsoir, bienvenue, Monsieur Ousmane. Bonsoir, Monsieur Aurélien. Bonsoir aux panélistes, Monsieur Aboukeli, avec qui j'ai souvent eu à partager le panel. Et bon. Alors, je voudrais passer la parole à Monsieur Jesse Delcano qui a des connaissances en psychologie. Monsieur Jesse. Allô? Allô, oui, je vous écoute. Vous Oui. sortez un peu à peine là. Ah, d'accord. Allez-y. Si vous me recevez, vous avez très bien écouté ma question. Vous avez très bien écouté le texte que j'ai lu tout à l'heure. Alors, dans le texte, on dit de nombreuses femmes occupant des postes de direction se montrent hostiles envers leurs consorts plus jeunes. Elles intègrent des stéréotypes sexistes en vigueur dans leur milieu professionnel et les infligent aux plus jeunes. Alors, se considérant plus masculine que les jeunes autres femmes, elles jugent sévèrement les préoccupations familiales de ces dernières. Ces comportements sont la conséquence d'un parcours professionnel difficile. Alors, vous qui avez j'aimerais savoir, quand vous avez suivi ce texte, on pose la question dans ce texte, à quel niveau il y a eu le mécanisme, il y a une sorte de rupture. Pour vous, à quel moment il y a eu une sorte de rupture? Alors, merci beaucoup pour la question qu'il faut d'abord commencer par contextualiser. Il n'y a pas un moment précis de cette rupture-là qu'il faut étiqueter par rapport à ce que vous venez de lire. Mais cependant, ce sont des situations que nous rencontrons le plus souvent dans le monde du travail concernant la psychodynamique. Ça dépend d'un profil d'une femme dans les entreprises. Lorsque vous analysez leur profil, vous trouvez que ce ne sont pas seulement des femmes qui ont enduré longtemps, comme vous le dites là, d'expériences difficiles de travail, plusieurs années de consécration et de déploiement, d'engagement, je pourrais dire. Mais le plus souvent, quand vous regardez derrière elles, c'est des femmes, dans la majorité des cas que j'ai déjà rencontrés, c'est des femmes qui, derrière elles, sont des femmes seules, n'étant pas trop en couple. Alors,
Le moment précis s'avère difficile de cette rupture, mais cependant, il faut analyser au cas par cas, selon le profil de la femme, chef d'entreprise, à qui vous avez affaire. Et dans la majorité des cas, vous allez constater que plus ce sont le résultat ou les conséquences même, je dirais, de la gestion de stress, les problèmes personnels. Quand vous lisez leur comportement envers leurs homologues femmes au service, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs sources de conflits, plusieurs sources qui dépendent selon les tempéraments et la personnalité d'une et d'une autre. Vous avez le problème de couple, la vie conjugale. Derrière ces femmes-là, ce sont des femmes souvent seules, avec une charge socio-familiale énorme sur leur tête. Elles sont mères de famille, d'une grande famille, des enfants, aînées d'une grande famille, et toute cette charge-là derrière elles. Et ils ont tendance à se comporter de la même manière qu'ils se comportent en famille. Ils ne tiennent pas compte des réalités du milieu professionnel. Que dans le milieu professionnel, on a affaire à ses collègues, et non à ses enfants, et non à son mari, ou et non à nécessairement qui doivent être considérés comme des subalternes. Subalternes par rapport à la hiérarchie d'emploi, oui, mais ce sont avant tout des hommes. Il faut humaniser le milieu professionnel. Il faut repenser la culture psychologique du milieu professionnel. Comment se comporter avec ses homologues ou avec ses collègues femmes. Alors, je ne sais pas, dans une certaine mesure, faut-il rentrer encore en arrière, voir ce que nous appelons le complexe des... Allô? Allô, monsieur Jesse Delcano? Allô? Possible qu'il ait un souci de connexion. Alors, le temps que monsieur Jesse Delcano résolve son problème de connexion, est-ce que je peux accueillir madame Tchotchoa? Vous me suivez, madame Tchotchoa? Oui, Monsieur Wokam, je vous entends bien. Bonsoir à tous les panélistes. Et merci. J'ai lu un texte en début Vous d'émission. m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, on vous entend très bien. Ah, d'accord. Merci. Oui, j'ai lu un texte en début d'émission. Vous avez écouté le texte? Allô? Oui, en effet, je vous entendais. Oui. Alors, j'ai posé la question à monsieur Jesse Delcano, malheureusement, qui a perdu, il a des soucis avec sa connexion. Alors, dans le texte, on dit de nombreuses femmes occupant des postes de direction se montrent hostiles envers leurs consoeurs plus jeunes. Elles intègrent les stéréotypes sexistes en vigueur dans leur milieu professionnel et les infligent aux plus jeunes. Se considérant plus masculines que les jeunes femmes, elles jugent sévèrement les préoccupations familiales de ces dernières. Ces comportements sont la conséquence d'un parcours professionnel difficile. Selon vous, où la mécanisme a-t-elle été grippée? Eh bien, pour se prononcer là-dessus, il faut avoir audité les cas, qui soulignent cet état de choses. Voilà. Elles sont plus masculines, elles sont plus agressives, dites-vous, à l'endroit de leur jeune consort. Vraiment, il faut avoir audité. Je ne sais pas me prononcer sur des généralités comme ça. Du moins, ce ne serait pas en connaissance de cause, je ne saurais pas l'imaginer. Par contre, je questionne l'intérêt d'approfondir un tel aspect, parce que j'estime que les femmes qui arrivent à
dans une société patriarcale où c'est les hommes qui sont tout le temps en train de devenir des arènes, quand les femmes se battent pour arriver à ces postes de responsabilité, eh bien, elles sont également épillées, et particulièrement épillées à l'endroit de leurs congénères féminins. Je ne sais pas la pertinence de cette étude, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle recherchait. Vous voyez, les études à l'avance comme ça, il y a toujours un cas théorique et même une politique à l'arrière pour dire l'orientation que prendront les résultats. Bon, personnellement, je soupçonne ce genre d'attitude parce que les femmes sont déjà victimes de différents, d'après vos études, sont déjà victimes d'une différence, victimes du fait qu'elles soient femmes, c'est ce que je veux dire. Et quand finalement elles deviennent responsables, comme quoi elles sont là et elles devraient pouvoir faire arriver à la hiérarchie toutes les femmes qui sont dans l'entreprise, c'est insensé. C'est pas du tout réaliste. Et pourquoi est-ce que les mêmes hommes qui ont fait arriver celles-là en responsabilité ne les font pas arriver toutes? Dans une organisation, il faut bien des personnes qui dirigent et ceux qui suivent, hein, finalement. Et ça n'existe pas une société où tout le monde va à la tête. Je suis particulièrement sensible ou bien au courant de l'atmosphère générale qui intime une sorte d'injonction généralisée qui intime aux gens, aux personnes, quoi, d'être des chefs, de montrer comment ils sont assez forts, comment ils sont compétents. Il faut être les leaders, il ne faut pas être mouton, il faut plutôt être le pasteur, ainsi de suite. Mais il faut bien, pour qu'une organisation se tienne, que les choses soient un peu réparties, il faut de tout pour faire un monde. Je ne sais pas la pertinence de l'étude, vraiment, donc je ne saurais pas me dire vraiment. Hein. Permettez. Merci. Merci à vous. Monsieur Jesse Delcano, est-ce que vous voulez finir vos propos avant que je ne passe la parole à Monsieur Aboukeri? Oui, c'est-à-dire que ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il y a plusieurs raisons derrière ça. Comme venait de le dire Madame, je m'excuse, je n'ai pas retenu le prénom qui vient de me précéder. Bien évidemment, on ne sait pas Madame Chocho, merci Madame Chocho. On ne sait pas se prononcer tout de suite, ne connaissant pas derrière cette étude les intentions, les objectifs poursuivis. Mais moi ici, je vous parle de l'expérience personnelle que je vois dans les attitudes et comportements de différents cas que j'ai eu à rencontrer. Je me dis, au cas par cas, il y a plusieurs sources, plusieurs zones de ce qui peut être l'attitude, le comportement ou le reflet de ce comportement de la dame. Prenez le style parental, le style de vie. La dame qui est devant vous, qui est responsable, lorsque vous fouillez derrière, est passée par quel style parental? Je vous ai dit qu'il peut être aîné d'une famille. Souvent, les aînés d'une famille sont éduqués par les parents, ici par rapport à notre culture africaine, sont éduqués, généralement les dames aînées de famille sont éduquées comme des hommes, ont été éduquées comme des hommes. Ils sont déjà formés au sens des responsabilités. Le parent leur forme de façon à être responsables, ils doivent prendre soin des autres, ils doivent être les chefs et ce style-là les accompagne toute leur vie. Alors, lorsqu'ils arrivent quelque part chefs d'entreprise, ils ont tendance parfois de confondre les choses, d'imprimer ce style de vie de leur vécu passé, de leur jeunesse, dans le style de responsabilité comme chef d'entreprise. Donc, ils se comportent de cette manière-là. Certains d'autres ont des problèmes de ceux qui sont, par exemple, en couple. Vous verrez une dame qui, dans le fantasme, se comporte dans le milieu professionnel comme si il vient se déverser sur vous, s'il vient se décharger et qui vous engueule. Et quand vous fouillez derrière, quand vous les accompagnez, vous comprenez que tout de suite que c'est des femmes qui ont des problèmes de couple,
qui vivent dans un couple où il y a des insatisfactions, des incompréhensions, des insatisfactions sexuelles, voulais-je dire, et le tout ça là, inconsciemment, se déverse sur le milieu professionnel auprès de leurs collègues. Ils sont nerveux. En réalité, la cible, ce ne sont pas les collègues ou le subalterne, mais inconsciemment, on se déverse, on se décharge sur cela. C'est du fantasme, en fait, j'appelle ça. Donc, vous avez plusieurs raisons, plusieurs sources qui peuvent constituer la base de cette situation ou de cette attitude ou de ce comportement des femmes sexistes dans le milieu professionnel. Maintenant, il faut les isoler, comme l'a dit Madame Chocho. Il faut être devant chaque cas. Il faut prendre un cas précis, nous le présenter, nous présenter son comportement. Sur base de cela, on peut analyser et se dire, c'est avancer des hypothèses pour dire ça peut être ça, qui peut être à la source de cette attitude-là ou de son comportement. Donc, très difficile de se prononcer. Oui, je suis d'accord avec Madame Chocho. Il faut émettre des réserves pour se prononcer pour une telle étude. Voilà. Merci beaucoup. Merci, mais je pense que dans mon texte, j'ai pris des exemples des professeurs qui sont bon, c'est vrai, j'ai pas donné le nom pour préserver l'anonymat. Il y a des noms, il y a des professeurs qui qui ont des discours un peu durs envers, je crois que dans le texte, j'ai lu certains passages, mais bon. Je voudrais, avec votre permission, passer la parole à M. Aboukerim. M. Aboukerim, pour vous, à quel moment le mécanisme s'est grippé? Oui, d'accord. Merci beaucoup et merci aux panélistes qui m'ont déjà précédé. À quel moment le mécanisme s'est effrité? Bon, est-ce que je dirais que le mécanisme s'est effrité? Non. Mais le problème est que nous évoluons dans des sociétés qui avaient une architecture, qui avaient un fonctionnement, un dynamisme. Alors, ces sociétés-là sont caractérisées par le fait que ce sont les êtres de sexe masculin qui conduisent la société. Sont eux qui dirigent, sont eux qui décident et sont eux qui font avancer la société, qui créent des lois, qui les changent et qui font à peu près tout, quoi. Ben, vous pouvez vous souvenir que ce n'est que très récemment, bon, aussi dit récemment, que les femmes ont commencé par voter en France. Donc, la société a été formatée, elle a été créée de sorte que ce soit l'homme qui soit devant et qui dirige. Maintenant, les femmes qui ont réussi à s'intégrer dans un milieu de femmes, et dans un milieu d'hommes, j'allais dire, alors, elles se perçoivent Allô? Donc, je disais donc que ces études Désolé, peuvent c'est moi qui ai être perdu la facilement... connexion. D'accord, d'accord. Donc, je disais que ces études peuvent être facilement testées et vérifiées dans nos différentes sociétés, dans nos différents pays. Donc, c'est le fonctionnement de nos sociétés. Alors, est-ce qu'il faudrait condamner ces femmes ou bien commencer à remettre tout en cause? Selon moi, ce que moi je dis, si il se pose ce problème, c'est que nous n'avons pas permis à chacun de pouvoir évoluer comme il se doit. Parce que la société telle qu'elle est créée, elle n'a pas été créée, elle n'a pas été fondée en tenant compte de l'ensemble de ses composantes. On a tenu compte des hommes. Les hommes sont là. On n'a pas tenu compte des femmes et on n'a pas tenu compte des enfants. Et je peux aller au-delà. On n'a pas tenu compte des personnes handicapées.
on n'a pas tenu compte des personnes vieilles. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est de créer des sociétés qui favorisent les gens qui sont forts. Donc, les gens forts, c'est ceux qui ont le pouvoir, qui peuvent décider, qui peuvent aller rapidement, qui peuvent être rapidement efficaces. Et puis, pour pouvoir réussir, euh, pour pouvoir donner des résultats, des résultats positifs, bon, selon la perception qu'on a, hein, pour pouvoir avoir de bons résultats, il faudrait avoir les caractéristiques de ces personnes, de ce groupe qu'on considère comme compétent, comme excellent. Il faudrait être excellent. Donc, on n'a pas tenu compte des caractéristiques de chacun. Et c'est ce qui fait que à chaque fois, nous sommes dans l'attitude de comparaison. Quand on voit une personne en train d'agir ou bien une personne en train de se conduire, on ne lit pas son comportement par rapport à cette personne, mais déjà par rapport à une norme qui est déjà établie. Et c'est là qu'il y a le problème. Et je crois que l'autre fois, je disais que l'homme doit être l'homme et la femme doit être femme. Alors, chacun doit mériter sa place. Donc, c'est ce que moi, je peux dire pour l'instant. Et en disant que, pourquoi je dis l'homme doit être l'homme et que la femme doit être femme? Parce que sur le plan des attitudes, des perceptions, des croyances, nous ne sommes pas les mêmes. Entre l'homme et la femme, les croyances ou les perceptions, les attitudes ne sont pas les mêmes. Alors, si nous voulons évaluer un homme comme une femme, bon, on met l'homme et la femme dans les mêmes critères d'évaluation, alors nous sommes en train de fausser. Nous faussons et nous ne faisons pas l'équité. Parce que chacun doit être considéré en fonction de ses atouts. La femme peut connaître la maternité, l'homme ne le connaît pas. L'homme ne connaît pas la maternité. La femme connaît l'allaitement, mais l'homme ne le connaît pas. Et il y a beaucoup d'exemples, beaucoup de situations auxquelles on devrait penser et organiser mieux la société pour qu'elle soit beaucoup plus équitable. Sinon, tel que nos sociétés sont organisées, au fait, c'est une organisation qui est source, un facteur de risque. C'est un facteur de risque. L'organisation telle qu'elle est là, c'est un facteur de risque pour le bien-être et l'équilibre de notre société. Alors, je vais m'arrêter là pour l'instant. Les interventions des autres. Merci, M. Aboukarim. Alors, M. Dié-Sédekano, si vous me permettez de passer la parole à M. Ousmane Foundikou, qui n'a pas encore pris la parole depuis qu'on a commencé. Et puis, je reviens juste après vous parce que je constate que vous voulez rebondir sur ce que M. Aboukarim a dit. Alors, M. Ousmanou, je voudrais vous passer la parole. Pour vous, à quel moment... Oui. Allô, M. Ousmanou? Oui. Oui, allô, M. Aurélien. D'accord. De me passer la parole. Je voudrais, si vous me permettez, avant de répondre à la question, je voudrais quand même revenir sur ce que la conclusion de M. Aboukarim, parce que je suis un partisan de la promotion du genre et je ne pourrais quand même me permettre ou accepter certaines choses. La phrase où M. Karim dit l'homme doit rester l'homme, la femme doit rester la femme. M. Aboukarim, il ne faut pas confondre le sexe et le genre. Parce que ce que vous avez fait tout à l'heure, c'est peut-être la confusion entre les deux. Lorsque vous parlez de l'allaitement, le fait que la femme possède le sein, je veux dire quoi, c'est catégoriquement lié au sexe. Mais le genre n'est pas forcément le sexe, puisque le genre est une construction sociale.
Donc, j'aimerais déjà qu'on s'entende là-dessus. Personne n'a dit qu'on pourrait changer le sexe. C'est d'ailleurs, ce sont les caractéristiques biologiques. Je pense que nous sommes au moins d'accord là, même s'il y a des pratiques de nos jours avec les transgenres et autres, mais le sexe est biologique, naturel. Maintenant, le genre, c'est autre chose. C'est dans le genre qu'on va faire intégrer les représentations, les conceptions et les croyances et autres. Et là, il y a débat. Il y a débat parce que j'ai souvent, Monsieur Aurélien, j'ai fait une formation avec l'OIF et on s'amusait à dire, par exemple, qui a dit que la couleur rose était pour la femme? C'est écrit où? Par exemple, quelle loi stipule que le rose, c'est la couleur de la femme? Quelle loi stipule que c'est la fille qui doit jouer avec la poupée? Quelle loi stipule que le ballon, le foot, c'est pour les garçons? Donc voilà autant de questions qui entrent dans la problématique de genre. Et cela a été construit par les sociétés patriarcales pour asseoir la domination masculine sur la femme. Donc, une fois que j'ai essayé de dire cela, je reviens maintenant à votre question. Monsieur Aurélien, vous savez, le problème qui se pose, c'est que nous, de manière globale, et il faut le dire aujourd'hui, aucune société au monde n'a pu atteindre la parité de genre, c'est-à-dire homme-femme. Malgré les efforts, les femmes sont dominées. Ce qui On veut a un donc exemple dire, ce soir. ce qui veut dire que, oui, vous voyez même sur le plateau. Et cela est lié au fait que on a tellement construit l'esprit de domination que les femmes, à un moment donné, acceptent de se soumettre, même involontairement. Vous voyez, quand on sonne la récréation dans une école, quand on sonne la récréation, la pause dans une école, vous allez voir que sans qu'on ne demande même, les femmes ou les filles vont toujours trouver les coins pour aller se positionner, alors que les garçons vont envahir la cour. On ne le dit pas. Parce que les femmes, finalement, à force de suivre ce discours, à force de vivre dans les sociétés patriarcales, ont fini par accepter ce qu'on Simone de Beauvoir appelait le sexe faible, par exemple. Mais maintenant, la question que vous avez posée, le problème se pose au niveau du fait que on a fait croire aux femmes qu'elles étaient faibles, on a fait croire aux femmes qu'elles ont un rôle secondaire, au point où lorsqu'une femme parvient à émerger et de se positionner comme chef, elle prend d'abord cela comme un exploit, premièrement, et elle se dit aussi que c'est peut-être parce qu'elle est meilleure que les autres femmes. Par conséquent, elle doit exprimer sa suprématie, sa supériorité sur les autres femmes. Maintenant, à côté de cela, vous avez également des raisons. Prenons le cas je crois que c'est Karl Marx qui disait que toute société n'est qu'une société de lutte des classes. De manière naturelle, les êtres humains sont perpétuellement en concurrence, qu'on le veuille ou pas. Pire encore, les femmes. Vous savez, de manière globale, et c'est pourquoi les belles-sœurs ne parviennent pas toujours à s'entendre avec la femme de leur frère. Parce que les femmes sont perpétuellement, et c'est dans leur nature, en concurrence. Ce qui fait donc que lorsqu'une femme arrive dans un milieu professionnel et qu'elle trouve qu'elle occupe une position supérieure à celle des autres femmes, ça lui donne donc l'opportunité, j'allais dire l'occasion, d'asseoir cette domination-là. Donc, il y a quelque chose de naturel dans cela. Et à côté de cet élément naturel, je reviendrai également au fait que M. Aurélien, dans les études de genre, vous savez, on a souvent fait comprendre, il y a les frustrations des femmes qui naissent de ce que les spécialistes appellent le rôle, la spécialisation dans les activités de reproduction et surtout le fait que les femmes ont souvent
été responsables des tâches sociales, des tâches ménagères qui ne sont pas payées, qui ne sont même pas valorisées par la société et qui, à un moment donné, met la pression sur elles lorsqu'elles occupent des postes de responsabilité. Je veux par là dire quoi? Tout à l'heure, monsieur Jessé, je crois, a évoqué le fait que ces femmes viennent souvent se décharger au bureau. C'est lié parfois à quoi? Lié au fait que quand la femme finit de travailler au bureau, elle rentre, elle doit se rassurer que les enfants ont mangé, elle doit veiller sur le repas de son mari, elle doit réorganiser la maison et parfois, en sortant même de la maison le matin, elle a déjà cette pression-là. Il y a les tâches qu'elle effectue à la maison le matin même avant d'aller au bureau. Donc, elle arrive déjà parfois épuisée, ce qui crée donc un climat de frustration, de colère, qu'elle va vouloir décharger sur ses collaboratrices ou ses collègues. Donc, et en étude de genre, on parle de care. Oui, c'est care, c'est en anglais. On parle de care, c'est-à-dire que la femme a cette responsabilité naturelle de s'occuper des autres membres de la famille, mais sauf que cette responsabilité qu'elle a de manière naturelle n'est pas souvent valorisée et n'est même pas comptabilisée. Ce qui fait donc que les femmes se trouvent toujours, sans le vouloir, en train de travailler doublement, c'est-à-dire travailler à la maison et aller travailler dans leur milieu de profession, ce qui peut donc déboucher sur des frustrations, des fatigues, et qui peuvent être évacuées par des comportements de la manifestation de la suprématie vis-à-vis des autres femmes. Donc, voilà de manière résumée ce que je pourrais dire à propos de cette situation dans le milieu professionnel. Merci, M. Ousmanou. Alors, je voudrais passer la parole à M. Jessé qui voulait rebondir sur les propos, également vous rebondir sur les propos de M. Aboukarim. Oui, M. Jessé, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Aurélien. Exactement, je voulais réagir sur le propos de mon confrère Aboukarim, qui est psychologue clinicien comme moi aussi. Je voulais rebondir sur ça parce que je suis très d'accord avec Monsieur Ousmane, vraiment sur beaucoup de lignes, presque à 90%, je suis d'avis avec Monsieur Ousmane, parce que je suis aussi quelqu'un qui milite sur les notions de VBG, hein, le violence basée sur le genre. Je n'ai pas très bien compris les propos du collègue Aboukarim quand il dit l'homme reste l'homme, la femme reste femme. Non, deux choses que j'ai retenues dans ces propos du confrère Aboukarim. Je suis d'accord avec lui sur le modèle patriarcal qui a plus dans nos sociétés, qui a plus pris de la place et de domination. Plusieurs familles dans le monde sont patriarcales. Et c'est là où moi je parlais du style parental, le style d'éducation réussie en famille. Lorsqu'on est femme, mais qu'on se retrouve né d'une famille, on a déjà été éduqué avec un style de chef. Donc, meneur de troupes, c'est un poste de commandement, être né de famille. C'est un poste de commandement. Et là, lorsqu'on est dans un milieu, qu'il y ait des femmes ou des hommes, la femme, naturellement, comme l'a dit Aboukarim, je suis d'accord avec mon confrère, psy, que là, la femme ne peut que s'adapter. C'est un peu au style darwinien qui parle de l'évolution, la sélection naturelle. Le plus fort s'impose, il se bat pour qu'il ait une place. Et une femme, avec ce style-là, les femmes qui sont aujourd'hui des chefs d'entreprise sont restées avec cette logique-là dans la tête de se dire qu'ils sont les meilleurs parce qu'ils sont des chefs. Et pour être chef, c'est plus les hommes qui dominaient dans le monde. Ce sont des hommes qui ont été des chefs d'entreprise, des meneurs de troupes. Quand on est une femme, on se retrouve meneur de troupes, ben on se dit tout de suite, oui, je le mérite, je suis le meilleur.
Et donc, je dois chercher à m'imposer sur les autres, sur mes concerts. Et c'est ce que M. Ousmane vient de dire. Alors, le deuxième aspect que j'ai retenu chez lui, c'est là où il parle, et c'est là où je n'étais pas d'accord avec M. Aboukerim, quand il parle que l'homme reste l'homme, que la femme reste l'homme, et que la femme reste femme. Je dis tout de suite non. Parce que là, c'est dans la logique de la société. Oui, la femme doit rester femme, prendre sa place dans la société, dans la communauté, dans toutes nos communautés, et l'homme qu'il reste l'homme. Mais cependant, nous sommes ici dans un milieu professionnel. Nous parlons de la psychodynamique, n'est-ce pas, monsieur Aurélien? Nous parlons de la psychodynamique. Nous sommes dans un milieu professionnel. Dans le milieu professionnel, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Dans le milieu professionnel, il y a un poste et des attributions de tâches liées à un poste. Le job profile. Du coup, donc, il y a des tâches de responsabilité. Et lorsqu'on est chef d'équipe, qu'on soit femme, qu'on soit homme, on doit se comporter conformément à ce poste-là. C'est un poste de commandement dans la plupart des cas, parce qu'on parle de chefs, de femmes chefs d'entreprise, qui doivent gérer les autres. C'est un poste de commandement. Maintenant, ce qui se passe, et c'est là où je suis très d'accord avec M. Ousmane, c'est que la femme qui occupe ce poste-là, ce que nous analysons là, c'est son comportement, ses attitudes des sexistes envers ses homologues femmes. Eh bien, je suis très d'accord avec M. Ousmane, dans ce sens que cette femme-là, non seulement il doit jouer le rôle qui est le rôle de commandement, meneur de troupes, c'est le rôle, ce sont les responsabilités. Même si c'était un homme qui était là, il allait se conduire de la même manière. Mais la tendance générale, c'est que les femmes subalternes, quand c'est leur homologue femme qui est chef, ils ont tendance à croire que la femme exagère. Parce que c'est une femme, elles aussi sont des femmes, ils ont tendance à croire qu'elle doit se comporter comme elle, parce que c'est leur homologue. Or, la femme qui est chef, hormis tout ce que nous allons décrire comme frustration, comme situation qu'il a, elle doit se comporter comme chef de troupe, comme meneur de troupe, parce que c'est un poste de commandement. Et donc, c'est tout à fait logique qu'il se comporte comme ça. Parfois, ça prête à confusion par les autres dames qui sont ses subalternes. De l'autre côté, oui, comme l'a dit M. Ousmane, la pression de la femme, qui est non seulement chef d'entreprise, mais à la famille, il est aussi mère de famille, épouse au foyer. Il doit remplir ses responsabilités. Et quand il concilie les deux, la pauvre se retrouve dans une situation de frustration, de fatigue, de trop donner, d'engagement excessif parce qu'il doit s'occuper de la carrière professionnelle de ses collègues. En rentrant à la famille, il doit s'occuper des enfants. La soirée encore, il doit s'occuper de son homme, de son mari. Tout ça, maintenant, ce qui leur arrive, c'est le manque de stratégie de gestion des stress, le manque de gestion des stress ou la mauvaise gestion des stress, c'est ça qui amène ce comportement-là en milieu professionnel. Parce que, comme M. Ousmane l'a dit, c'est une situation de frustration. C'est une position de frustration. Les femmes chefs d'entreprise sont censées être formées à des notions de la CNV, la communication non violente, à des notions de l'intelligence émotionnelle, la capacité à reconnaître ses émotions lorsqu'il les vit, à reconnaître les émotions des autres lorsqu'il les traverse, et la capacité à pouvoir les gérer. Gérer ses émotions et gérer les émotions des autres. Parce que toute situation de frustration s'accompagne du stress. Et le stress, il faut le gérer. Voilà un peu la situation dans laquelle se retrouvent les dames chefs d'entreprise. Et c'est pas facile, comme l'a dit M. Ousmane, de concilier le poids socio-familial et la gestion professionnelle. Voilà pourquoi ils viennent se déverser, ils viennent manifester certaines attitudes sexistes dans le milieu professionnel. Voilà ce que je voulais compléter sur M. Aboukerim. Merci, monsieur D.C. Delgado. Alors, monsieur Aboukerim, vous me permettez de passer la parole à madame Tchotchoa. Je vais vous passer la parole juste après. Alors, madame Tchotchoa, quand vous avez écouté monsieur Ousmane, est-ce que vous avez l'impression que finalement, dans le foyer, l'homme, il n'a aucune responsabilité?
Je veux dire quoi? Si la femme a des responsabilités professionnelles, on a vu des femmes présidentes de la République, je pense en Argentine, on a vu en Allemagne et dans quelques pays à travers le monde. Ma question, c'est de savoir, quand Libéria aussi. Libéria, merci bien, voilà, merci bien. Alors, quand un homme a des responsabilités, est-ce que finalement à la maison, quand il rentre, il pose ses chaussures là et puis il reste là, il n'a aucune responsabilité? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut revoir les responsabilités des hommes et des femmes en milieu professionnel et en milieu familial? Bien, j'ai parfaitement et attentivement écouté les uns et les autres, M. Ousmane et M. Aboukerim. Et M. Gessé, dites la notion, biologique qui se rapporte au sexe est censée relever de la discrétion des personnes, de la discrétion des personnes. Je me positionne comme personnel, pas comme professionnel. Donc, les aspects qui concernent mon genre, que je sois une femme ou que je sois un homme, est censé être laissé complètement à ma discrétion. Je veux dire ceci, l'institution me considère, l'institution, quand je travaille, c'est-à-dire que l'entreprise dans laquelle je travaille, je suis censée être tenue pour une personne. L'intimité, donc la vie conjugale, je suis la femme parce que je suis dans une situation de reproduction et une situation de séduction. Voilà les deux cas de figure où les personnes sont censées être considérées du point de vue de leur sexe. Autrement, pour tout le reste des aspects de la vie d'un être humain, nous sommes des personnes humaines. Bien. Si vous me demandez, est-ce que des aspects de un homme qui rentre à la maison, il se met les pieds sous la table pour manger, une femme, est-ce qu'elle est censée faire? Je dis que ça relève de la discrétion des conjoints. Et la vie de couple, à mon avis, la vie de couple, c'est une vie à inventer par les concernés. Et je suis toujours réticente à l'idée de voir les institutions s'en mêler à ce point. Les personnes devraient pouvoir mettre en place, au moment où elles s'engagent, le type, la configuration que prendra leur organisation, parce qu'après tout, une famille que l'on crée, c'est une organisation, et les personnes qui créent, les partenaires qui créent cette organisation ont toute la latitude de lui donner la configuration qu'ils veulent. Ça continuera à s'appeler un mariage. La seule obligation que le couple a à l'endroit de la société, c'est le prolongement de l'espèce. C'est la seule obligation à laquelle ils sont tenus de répondre aux yeux de la société. Autrement, dans leur organisation, dans leur déploiement au quotidien, ils ont véritablement la latitude de s'y prendre exactement comme ça leur convient. Malheureusement, les personnes qui s'engagent sont davantage intéressées par correspondre et se conformer à un chemin qui a été arrêté, je ne sais par qui ni à quel moment, et triment toute leur vie pour essayer d'être ce que ce que le système aura, du moins ce que la société Madame aura Tchotcha, mis en place. Voilà pourquoi les couples, oui. Si vous me permettez de vous relancer, il faut bien avoir un modèle sur lequel on s'appuie pour pouvoir construire quelque chose, si vous me permettez. Oui, quand on est oui, je suis d'accord pour le modèle. Quand on répond à une nécessité qui embarque plus d'une personne. Je veux dire qui embarque le groupe ou la société globalement. Mais le couple, il y a pour la naissance d'un couple, la seule contrainte, c'est qu'il y ait un masculin et un féminin pour que l'espèce puisse se poursuivre. Et cette contrainte-là, est déjà remplie quand les personnes se mettent en couple. Donc, la contrainte qui, à mon avis,
vie, la seule à laquelle doivent répondre les conjoints, c'est celle d'être un masculin et un féminin, un homme et une femme. Maintenant, quant au déroulement de la vie, Allô? Ouh là là, j'ai encore perdu ma connexion. Excuse, vous êtes de retour, voilà. ouais, la connexion. J'en avais terminé, oui. Déjà? Ok. Alors, je pense que M. Aboukarim voulait prendre la parole tout à l'heure. Je ne vois pas M. Ousmane, ou peut-être que lui Oui, aussi. tout à fait. Avec Orange, il y a quelques soucis. Peut-être que lui aussi, il a le même problème. Oui, M. Aboukarim, vous vouliez prendre la parole tout à l'heure. Oui, tout à fait. Oui, je remercie mes confrères des ateliers psy et mon confrère Jesse du côté de la RDC. Oui, ben, j'aimerais qu'on comprenne bien ce que je suis en train de développer. Au fait, j'étais en train d'écrire tout de suite que les concepteurs du genre sont en train d'introduire des ambiguïtés dans la compréhension du jeu des rôles. Alors, ce que je voudrais dire, voilà, que cela soit sur le plan biologique, même psychologique, sur le plan des représentations, des perceptions, des attitudes, ben, il y a une distinction qui est claire entre une femme et un homme. Alors, il suffit que nous prenions, bon, Madame les ateliers psy a développé tout de suite en disant, oui, là où on pourrait établir une distinction entre l'homme et la femme se situe juste au niveau de la conception. Et la femme, au moment où elle porte un enfant, ou bien au moment où elle allait un enfant, alors elle est en train de jouer le rôle de femme. Et après ça, elle est quoi? On la considère alors comme un homme? C'est la question qu'on va se poser. Et voilà, donc, vous voyez, la femme, elle porte la grossesse et puis elle allaite l'enfant, ce qui influence sur sa vie. Ça a un impact sur sa vie. Est-ce que cet impact a été, bon, est-ce qu'il est pris en considération? Vu l'architecture, l'organisation de nos sociétés, est-ce que on tient compte de cela? Ben, si nous parlons du genre, il n'existe pas un seul genre. Il existe deux genres. Il existe le genre féminin et le genre masculin. Alors, la distinction, elle est tout à fait claire. Ce qu'il faut, selon moi, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faudrait que les choses soient équitables. On ne va pas dire que, ben, puisque nous trouvons dans un même endroit et que nous sommes, ou bien nous sommes dans la même position, donc tout le monde doit être considéré comme, bon, sur un même pied, c'est vrai, tout le monde doit être considéré sur un même pied d'égalité, mais on doit tenir compte des spécificités de chacun. La femme qui est directrice ou bien qui est PDG et qui tombe enceinte et qui va allaiter son enfant ou bien qui va aller accoucher, va connaître une interruption dans son leadership. Et cela doit être, on doit tenir compte de cela. Donc il ne faudrait pas que ce qu'on est en train de faire, ce qu'on veut, on veut mouler tout le monde dans une même moule. Pourtant, ce n'est pas possible. Et c'est ce qui fait que nous sommes en train de souffrir. On construit des choses qui nous font souffrir, mais on ne se rend pas compte. On est en train de créer certains artifices qui entraînent encore de la souffrance, mais on s'en tient toujours. Et pour moi, l'être humain, c'est un être humain. Et il faudrait, pour être équitable, se dire que ben voici, c'est un être humain qui a telle spécificité et
si on permet à cette personne de profiter de ses spécificités, alors on a permis à un être humain de pouvoir s'exprimer, de pouvoir évoluer. Ce n'est pas parce que on l'a fait qu'on est en train de réduire cette personne à un échelon beaucoup plus inférieur, ou bien ce n'est pas parce qu'on l'a fait qu'on place cette personne à un échelon beaucoup plus supérieur. On le fait parce qu'on recherche l'équité, on recherche la justice. Voilà ce que je veux dire. Si nous regardons, si nous observons bien la manière dont nous organisons les choses, nous le faisons et nous tombons dans les pièges que nous créons nous-mêmes. Voilà. Et voilà les joueurs qui, ou bien, bon, les hommes, hein, on va sur le terrain. Est-ce que nous allons mettre les hommes et les femmes, on dit, bon, qu'on va jouer dans une compétition, on va jouer et on sera sur le même pied d'égalité? Non, on ne pourra pas le faire. Il y a plusieurs compétitions. On ne peut pas mettre les hommes et les femmes sur le même pied d'égalité. Alors, l'équité voudrait que chacun évolue en tant qu'humain en profitant des caractéristiques qui sont les siennes. Voilà ce que moi je voudrais dire. Merci, M. Aboukarim. Alors, M. Osmanou voudrait également prendre la parole pour réagir. M. Osmanou, vous avez la parole. Oui, M. Aurélien. C'est toujours pour répondre à M. Aboukarim. Vous savez, c'est ces pratiques qui perpétuent en réalité je veux dire quoi, la société patriarcale que nous avons. Parce que M. Aboukarim fait partie des hommes qui ont le pouvoir et qui ont peur de partager ou de perdre le pouvoir. Parce que vous savez, il y a plusieurs hommes qui ne veulent pas, qui veulent toujours maintenir cette situation d'ascendance sur la femme. Est-ce que vous savez, M. Aboukarim sait qu'il y a les femmes qui jouent même au foot plus que certains hommes. J'ai dit, on met une équipe. Dans une équipe, il y a les femmes qui jouent au foot. Et elles jouent plus que les hommes dans une équipe. Est-ce que vous On a failli dire que l'équipe nationale du Cameroun peut être battue par le PSG une fois. Mais bien sûr, je vous dis, on prend une équipe, il y a une équipe masculine que si on met en face de certaines équipes féminines, l'équipe féminine va gagner. Et ça, c'est d'un. Et de deux, maintenant, tout à l'heure, M. Aboukarim m'a parlé de la grossesse. Vous savez, qui met la femme enceinte? Est-ce que la femme prend la grossesse? Pourquoi elle devrait donc, une fois qu'elle a pris la grossesse, se replier tandis que... Et c'est ce qui se passe, vous savez, dans les écoles de nos jours. Vous savez que pour pouvoir pallier à ça, parce qu'avant, quand une fille tombait enceinte, on la renvoyait au quartier. Pendant ce temps, le garçon qui l'a mise enceinte continue, poursuit avec ses études. Qu'est-ce que les écoles font maintenant? On renvoie les deux au quartier. Oui, je crois que j'ai vu ça. Donc, vous allez me dire, parce que la femme est destinée à prendre la grossesse, vous envoyez votre fille à l'école. Elle peut porter une grossesse. On la renvoie chez vous. L'auteur, c'est lui qui l'a mise enceinte, lui poursuit ses études. Nous avons dit, M. Aboukarim, nous disons encore ceci. On ne peut pas changer le sexe. On ne peut pas. Il y a ce qu'on appelle les prédispositions naturelles. La femme va concevoir, oui, on ne refuse pas. Mais maintenant, le genre fait partie de ce qu'on appelle le rôle social, le rôle qu'on doit jouer dans la société. Et c'est là où on dit souvent que il ne faut pas dire que c'est la femme. Vous savez, M. Aurélien, moi je suis musulman et bamoun. On a souvent, dans les pratiques, on a souvent conçu que non, c'est l'homme qui peut mieux gérer l'héritage. Voilà pourquoi c'est toujours les hommes qui doivent hériter. Mais sauf que
La force de la nature a donc fait que certains parents n'ont accouché que des filles. Et ont été donc obligés de léguer leur héritage à leurs filles. Chose curieuse, les filles ont mieux géré l'héritage que certains hommes, parce que parfois quand on lègue l'héritage à l'homme, soit il vend, soit il prend pour lui, mais il écarte tous les autres. Et vous avez également vu, chez nous à l'ouest du pays, au Cameroun, on a fait comprendre, on a fait croire que la femme n'a pas droit à la propriété foncière. Vous voyez? Or, et c'est pas seulement à l'ouest, hein, monsieur Ousmane, mais c'est pas seulement à l'ouest. Moi, je suis dans une zone en Goundé où j'ai rencontré une veuve dont le mari a légué la gestion des biens à son frère. Donc, voilà. Bon, quand il lègue les biens à son frère, sa femme étant là, c'est pour que sa femme vive comment? Or, les études ont montré que pour ce qui est des pays développés, ce sont les femmes qui sont impliquées dans l'agriculture, majoritairement. Mais vous avez un homme, il a les terres, il donne juste à ces femmes qui doivent l'utiliser. Elles ont juste le droit d'utiliser. en fait, c'est ça. Et lui, il croise les bras. Donc, moi, je pense que nous sommes en train en fait, pas de passer à côté, mais de perdre énormément. Vous savez, est-ce que vous savez que c'est Ellen Johnson au Libéria qui parvient à mettre définitivement fin aux guerres civiles qui a souvent eu lieu au Libéria. Les présidents hommes n'ont pas pu. Et l'Allemagne d'Angela Merkel a été la plus performante jusqu'ici. C'est pour dire que, et si on part dans la logique de M. Abdou Karim, parce que dans certaines sociétés, on a souvent dit non, ce sont les hommes qui savent gérer. Ce sont les hommes, et il y a même dans les études de genre, on parle de fonction de production et fonction de reproduction. On dit les La connexion, oulala. Orange. Alors, j'ai l'impression que M. Ousmane rencontre les mêmes soucis de connexion. Alors, peut-être que M. Jesse Degano va rapidement prendre la parole en attendant que M. Ousmane nous revienne. M. Jesse Degano, et puis après, Mme Tchotchoa prendra la parole. Oui, merci, monsieur. Merci, monsieur Aurélien. Je voudrais rebondir sur mon confrère Psy Abou Kérim. Je crois que Mme Tchotchoa a été claire dans son discours. Quand vous parlez de homme-femme, il n'y a que deux genres, genre masculin et féminin. Moi, je voudrais qu'on quitte un peu ce débat-là parce que monsieur et madame Tchotchoa a dit dans la société, oui, l'homme reste l'homme, la femme reste femme. Mais ici, nous ne sommes pas en train de co-débattre sur cette notion-là. Nous sommes en train de co-débattre sur le rôle social et le rôle professionnel de l'homme comme de la femme. Y a-t-il un rôle professionnel attribué que à la femme ou à l'homme? Y a-t-il un rôle social attribué que, donc la fonction sociale là, le rôle social dans le milieu professionnel? Non, tout le monde peut faire le travail que l'homme fait, la femme peut le faire, et peut-être même mieux que l'homme, et vice-versa. Donc nous devons nous situer seulement dans ce sens-là, et moi je pense que nous devons plus revenir au sujet présenté par M. Aurélien sur les comportements et les attitudes sexistes de certaines femmes, chefs d'entreprise, envers leurs homologues femmes. C'est ce que moi